Aigues-Mortes, en occitan Aigues-Mortas, en provençal Aigues-Mortas, est une commune française de Petite Camargue, située à la pointe sud du département du Gard, en région Occitanie. Elle est renommée pour ses remparts et ses arènes, appelées le plan des théâtres, et destinée aux courses camarguaises, et est également tristement célèbre suite au massacre des Italiens, ayant eu lieu en août 1893. Le patrimoine architectural de la commune comprend 3 immeubles protégés au titre des monuments historiques, l'hôtel de Grille, classé en 1994, la chapelle du château de Reclos, classée en 2007, et 4 maisons, inscrites respectivement en 1903, 1949 et 1993. Les salins d'Aigues-Mortes qui exploitent le marais de Péquet, emblématique de la production du sel camarguais, se trouvent également sur le territoire de la commune. Ses habitants s'appellent les Aigues-Mortais et Aigues-Mortaises et Aigues-Mortans en occitan. Géographie, localisation. Par le réseau routier, Aigues-Mortes est située à 35 km environ de Nîmes, préfecture du Gard, et 30 km de Montpellier, Hérault. À vol d'oiseau, elle est à 32,5 km de Nîmes, et 26 km de Montpellier. Le territoire communal est composé d'une partie de la plaine humide, et des étangs de Petite Camargue, dont les plus grands sont l'étang du Roi, au sud-est, l'étang de la ville immédiatement au sud d'Aigues-Mortes, une partie de l'étang de Quétive, dont le reste se trouve sur Saint-Laurent-des-Gouzes, l'étang de la Marette au sud-ouest de la ville, et environ 63 hectares. De l'étang de Moguio, à l'ouest. Au sud-ouest, il est séparé du golfe du Lion, mer Méditerranée, par la commune du Grau-du-Roi. Aigues-Mortes est cependant reliée à la mer par le canal du Grau-du-Roi. Ainsi les communes de Saint-Laurent-des-Gouzes et le Grau-du-Roi sont limitrophes de celles d'Aigues-Mortes. À l'ouest, la commune est contiguë par un angle de sa limite à celle de Moguio, Hérault, qu'elle effleure sur la pointe de la Radelle dans l'étang de Moguio. Au sud-est, elle est mitoyenne des Saintes-Maries de la Mer sur environ 800 mètres. Tout le territoire de la moitié sud de la commune est occupé par des salines, des étangs et des marais, qui sont également largement dominants dans la partie nord. Ainsi, il n'y a que très peu de hameaux, Corbières, Mas du Bosquet, Mas du Grand Maule, Mas du Petit Chaumont et Mazet de Bel-Air. Aigues-Mortes est l'une des 81 communes membres du schéma de cohérence territoriale, SCOT, du sud du Gard, et fait également partie des 34 communes du pays Vidourle-Camargue. Aigues-Mortes est aussi l'une des 4 lois littorales du SCOT du sud du Gard. Typologie. Aigues-Mortes est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses, ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'INOCE. Elle appartient à l'unité urbaine d'Aigues-Mortes, une unité urbaine monocommunale de 8325 habitants en 2017, constituant une ville isolée. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction du Grau-du-Roi, dont elle est une commune du pôle principal. Cette aire, qui regroupe 3 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants. La commune est, bordée par la mer Méditerranée, est également une commune littorale au sens de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littorale. Des dispositions spécifiques d'urbanisme s'y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l'équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d'urbanisme le prévoit. Toponymie. Le nom d'Aigues-Mortes est cité lors de l'embarquement de Saint-Louis en 1248 en ce lieu pour sa première croisade. Ce nom procède de l'occitan Aigues-Morta ou morte, c'est-à-dire ostaignante, équivalent des types toponymiques de Languedoc-Tremaine-Morteau. Il est intéressant de signaler que les habitants d'Aigues-Mortes demandèrent à Saint-Louis de nommer l'agglomération naissante du nom de Bonne-à-Père-Forçat, Bonne malgré le hasard. Le nom usuel Aigues-Mortes resta cependant en usage jusqu'à nos jours. Le nom d'Aigues-Mortes provient des marais et des étangs, qui s'étendaient autour du village, et aussi du fait qu'il n'y a jamais eu d'eau vive à Aigues-Mortes. Histoire. Les remparts d'Aigues-Mortes ont été construits par Saint Louis. En effet, dès le début de son règne, Louis IX souhaite se doter d'un débouché sur la Méditerranée,
C'est dans ce contexte qu'il fait construire le port d'Aigues-Mortes. Antiquité. Un Romain du nom de Pexieux aménage les premiers marais salins, et donne son nom au marais du Péqui. L'exploitation du sel avait commencé dès le néolithique, et s'était continuée à la période hellénistique, mais l'exploitation antique des salins n'a donné lieu à aucune découverte archéologique majeure, et il est prévisible que ces vestiges aient été détruits par les installations des salins modernes. Moyen Âge. En 791, Charlemagne fait ériger la tour Matafers, au milieu des marécages, pour la sûreté des pêcheurs et des ouvriers des salins. Certains avancent que la signalisation et la transmission des nouvelles n'étaient pas étrangères à l'édification de cette tour destinée à donner l'alerte, en cas d'arrivée d'une flotte, à la tour Magne, à Nîmes. La vocation de cette tour passe du plan guerrier au plan spirituel, quand Charlemagne l'octroie à l'abbaye de Bénédictins, consacrée à l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu, et dont les incessants psalmodies, de jour comme de nuit, font désigner leur couvent du titre de psalmodie ou psalmodie. Ce couvent existe en 812, comme le confirme un acte de dotation fait par le Nîmois Badilla à l'abbaye. À cette époque, les habitants, qui vivent dans des cabanes en roseaux, tirent leur subsistance de la pêche, de la chasse et de la production du sel produit dans différents petits marais salants en bordure de mer. La région est alors sous la domination des moines de l'abbaye de Psalmodie. En 1240, Louis IX, qui veut se débarrasser de l'emprise des marines italiennes pour le transport des troupes pour les croisades, s'intéresse à la position stratégique que représente ce lieu pour son royaume. À cette époque, Marseille appartient à son frère Charles d'Anjou, comte de Provence, Agde d'Aragon VII, comte de Toulouse, et Montpellier à Jacques Ier, roi d'Aragon. Saint-Louis souhaite un accès direct à la mer Méditerranée. Il obtint des moines de l'abbaye, la ville et les terres alentours par échange de propriétés. Les habitants sont exemptés de la gabelle, impôt prélevé sur le sel qu'ils peuvent prendre sans contrainte. Il construit une route entre les marais, et y bâtit la tour Carbonnière pour servir de tour de guet, et ainsi protéger l'accès à la ville. Saint-Louis construit ensuite la tour de Constance pour abriter sa garnison. En 1272, le fils et successeur de Louis IX, Philippe le Hardi, ordonne la poursuite de la construction de remparts, pour ceinturer complètement la petite ville. Les travaux ne s'achèveront que 30 ans plus tard, grâce à Philippe le Bel. C'est de cette ville que Louis IX part par 2 fois pour les croisades, la 7e croisade en 1248, et la 8e croisade en 1270 pour Tunis, où il meurt de dysenterie, du typhus, voire de scorbut, selon les historiens. 1270 constitue à tort, pour beaucoup d'historiens, la dernière étape d'un processus engagé à la fin du XIe siècle. Le jugement est hâtif car le transfert de croisés ou de mercenaires à partir du port d'Aigues-Mortes a continué. L'ordonnance donnée en 1275 au chevalier Guillaume de Roussillon par Philippe III le Hardi, et le pape Grégoire X après le concile de Lyon de 1274 en guise de renfort à Saint-Jean d'Acre en Orient, démontre que l'activité maritime y perdure toujours, en vue d'une 9e croisade qui n'aura jamais lieu. De ce fait de 1270, découle la croyance populaire voulant que la mer atteigne Aigues-Mortes à cette époque. En fait, comme le confirment les études de l'ingénieur Charles-Léon Dombre, l'ensemble du port d'Aigues-Mortes comprenait le port proprement dit, qui se trouvait dans les temps de la Marette, le canal Vielle et le Gros-Louis, le canal Vielle étant le chenal d'accès à la mer. C'est approximativement sur le Gros-Louis qu'est construite aujourd'hui la Grande Motte. Au début du XIVe siècle, Philippe le Bel utilisa le site fortifié pour y incarcérer les Templiers. Entre le 8 et le 11 novembre 1307, 45 d'entre eux furent mis à la question, reconnus coupables et retenus prisonniers dans la tour de Constance. Époque moderne. Aigues-Mortes conservait encore ses privilèges accordés par les rois. Curieusement, c'est un des grands protestants en la personne de Jean d'Arambure, dit le Borgne, commandant des chevaux légers du roi Henri IV, et ancien gouverneur de Vendôme, qui sera nommé gouverneur d'Aigues-Mortes et de la tour Carbonnière, le 4 septembre 1607. Pour ce faire, il prête serment entre les mains du connétable Henri de Montmorency, alors gouverneur du Languedoc. Mais celui-ci, catholique,
soutient le rival Adrien de Champmont, seigneur de Beurichères. Le conflit dure jusqu'en 1612 et Arambure, soutenu par les pasteurs du Bas-Languedoc et les habitants, finit par avoir raison d'autant qu'il a l'appui personnel de la reine. Il finit par démissionner, le 27 février 1615, en faveur de son fils Jean d'Arambure, mais le roi Louis XIII le rétablit pour 6 ans. Le 27 juillet 1616, il quitte ses fonctions au profit de Gaspard de Coligny, non sans avoir obtenu un témoignage de reconnaissance des magistrats et consuls de la ville. Au début du XVe siècle, d'importants travaux sont entrepris pour faciliter l'accès d'Aigues-Mortes à la mer. Les anciens Gros Louis, creusés pour les croisades, est remplacé par le Gros de la Croisette, et un port est creusé à l'aplomb de la tour de Constance. Celui-ci perd son importance, dès 1481, lorsque la Provence et Marseille sont rattachées au royaume de France. Seule l'exploitation du sel du marais de Pékin incite François Ier, en 1532, à faire relier les salins d'Aigues-Mortes à la mer. Mais ce chenal, dit Gros Henri, s'ensable à son tour. L'ouverture, en 1752, du Gros du Roi résout pour un temps le problème. Celui-ci trouve enfin une solution, en 1806, en transformant Aigues-Mortes en port fluvial grâce au canal du Rhône à 7, qui débouche dans l'étang de Thau, dans la partie territoriale frontinianaise. Époque contemporaine. Pendant la Révolution française, la ville est appelée Port-Pelletier. À cette époque, le port a failli disparaître en raison d'un envasement induit par l'intensification du labour dans le bassin versant, contemporain d'une reprise des défrichements des bois et forêts à la suite de l'abolition des privilèges. Le recul du couvert boisé a favorisé l'érosion des sols et, par suite, un apport plus important d'alluvions, qui se déposent dans les ports de la région. Ainsi, en 1804 le préfet Monsieur de Barampère, écriva-t-il dans un rapport 56, que les côtes de ce département sont plus exposées aux atterrissements. Les ports de Maglone et d'Aigues-Mortes, et le vieux port de Sète n'ont plus d'existence, que dans l'histoire alerte-t-il, un désir immodéré de recueillir, a multiplié ces défrichements depuis 1790. L'avidité de jouir a dévoré en peu d'années la ressource de l'avenir. Les montagnes, ouvertes par la charrue, n'ont montré bientôt qu'un roc nu et stérile. Chaque sillon est devenu un ravin. La terre végétale, entraînée par les orages, a été portée dans les rivières, et de là dans les parties inférieures, où elle sert chaque jour à l'atterrissement des parties, les plus basses et les plus marécageuses. Le massacre des Italiens, août 1893, la Compagnie des Salins du Midi lance à l'été 1893, le recrutement des ouvriers pour le battage et le levage du sel. L'embauche est en réduction en raison de la crise économique que connaît l'Europe, alors que la perspective de trouver un emploi saisonnier a attiré, cette année-là, un plus grand nombre d'ouvriers. Ceux-ci se partagent en 3 catégories surnommées les Ardéchois, paysans, pas forcément originaires d'Ardèche, qui laissent leur terre le temps de la saison, les Piémontais composés d'Italiens originaires de tout le nord de l'Italie, les recrutés sur place par des chefs d'équipe, les chefs de col, et les trimards composés en partie de vagabonds. En raison du recrutement opéré par la Compagnie des Salins du Midi, les chefs de col sont contraints de composer des équipes comprenant des Français et des Italiens. Dès le début de la matinée du 16 août, une rixe éclate entre les deux communautés, qui se transforme rapidement en lutte d'honneur. Cette lutte est parfois considérée comme le déclencheur du plus grand pogrom de l'histoire contemporaine de la France, représenté dans les journaux de l'époque comme Le Monde Illustré. Malgré l'intervention du juge de paix et des gendarmes, la situation dégénère rapidement. Certains trimards rejoignent Aigues-Mortes, et y affirment que des Italiens ont tué des Aigues-Mortais, ce qui fait grossir leur rang de la population, et des personnes qui n'ont pas réussi à se faire embaucher. Un groupe d'Italiens est alors attaqué, et doit se réfugier dans une boulangerie que les émeutiers veulent incendier. Le préfet fait appel à la troupe vers 4 heures du matin. Celle-ci n'arrive sur les lieux qu'à 18 heures, après le drame. Dès le début de la matinée, la situation s'envenime. Les émeutiers se rendent dans les salins de Pékin où se trouve le plus grand nombre d'Italiens, que le capitaine des gendarmes Cablet essaie de protéger,
en promettant aux émeutiers de chasser les Italiens, une fois raccompagnés à la gare d'Aigues-Mortes. C'est durant le trajet que les Italiens assaillis par les émeutiers, sont massacrés par une foule que les gendarmes ne réussissent pas à contenir. Il y a 7 morts et une cinquantaine de blessés, dont certains conserveront des séquelles à vie, ce qui constitue le plus grand massacre d'immigrés de l'histoire contemporaine de la France, mais aussi l'un des plus grands scandales de son histoire judiciaire, puisqu'aucune condamnation ne sera jamais prononcée. L'affaire devient un enjeu diplomatique et la presse étrangère, dont celle transalpine, prend fait et cause pour les Italiens. Des émeutes anti-françaises éclatent en Italie. Un règlement diplomatique est trouvé, et les parties sont indemnisées, alors que le maire nationaliste Marius Terra doit démissionner. Une pièce de théâtre de Serge Valetti, Salute, se fonde sur ces événements tragiques. Le XXIe siècle. Le 4 août 2012, dans le quartier du Bosquet, un couple tire depuis sa voiture sur une dizaine de jeunes d'origine maghrébine, faisant un blessé léger. L'homme et la femme sont condamnés le surlendemain, respectivement, à 4 et 2 ans de prison ferme, provoquant, auprès d'une partie de la population, un élan de soutien vis-à-vis des condamnés, qui met en lumière la banalisation du racisme anti-arabe, et rappelle les incidents de 1893 dans la même ville. Le 25 avril 2014, à l'occasion du 800e anniversaire de la naissance de Louis IX, la ville d'Aigues-Mortes organise des cérémonies commémoratives, auxquelles participent son descendant, Louis de Bourbon, duc d'Anjou, ainsi que son épouse Marie-Marguerite. Le prince rappelle alors que son aïeul, au XIIIe siècle, ouvrit la voie à une profonde réforme institutionnelle en octroyant une des premières chartes communales, permettant d'affranchir les villes du pouvoir féodal. À cette occasion, le maire Pierre Moméjean rappelle l'amour et l'attachement réel des Aigues-Mortais pour le roi fondateur de la cité, et leur reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour eux. Il ajoute combien Aigues-Mortes est fier et honoré de recevoir pour la 2e fois l'homme, Louis de Bourbon, qui avait été fait citoyen de la ville, lors de la Saint-Louis de 1992, par le maire de l'époque René Jeannot, présent ce jour.